monsieur. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et ce soir, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir quelqu'un qui était en mission du côté de Paris. Il nous revient, il sort de l'avion, il est venu directement faire son émission Le Kiosque. Je commencerai donc par lui. Bonjour Michel. Et bonjour Mano. Tu as déjà oublié mon nom, une petite semaine là-bas. Mais non. Là-bas. Non seulement ça, à la fête de l'humanité, oui. Il y avait des Martiniquais et des Guadeloupéens qui m'ont parlé de Zouk TV. Ils ont regardé ça en France. Eh oui. Ouais. Donc, et ils ont dit, mais qui m'a dit, il y a un Bougla, Philippe Saint-Cyr, qui m'a dit, Bougla PPM est toujours d'accord avec eux. Ils n'ont pas osé te dire Bougla PPM, mais on est d'accord, et puis ils n'ont pas dit ça. C'est un Guadeloupéen qui m'a dit ça. Hein. Ah là là, en tout cas, merci de ton retour. Tu nous as manqué la semaine dernière pour la reprise. Oui. Mais on comprend, la mission était importante. Donc, merci bien. À côté de toi, justement, celui avec qui tu es toujours d'accord, ou il est toujours d'accord avec toi, Maître Philippe Saint-Cyr, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. En pleine forme, toujours souriant. Oui, en pleine forme. Mais rien d'étonnant ce que Michel et moi nous soyons. Nous sommes autonomistes, Michel. Tout à fait. Et il y a même d'autres autonomistes. Tout à fait. Et enfin bon, vas-y. Non. Bonsoir aux téléspectateurs. Heureux de te retrouver à nouveau. Merci. Emmanuel, avec ta longue bien. disparition. Je te dis qu'il y a des dames qui doivent être très heureuses. Elles m'ont fait savoir, hein, ton regard malicieux. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Tu confirmes. Là, vous me gênez, là, en fait. Enfin, bonsoir, Charles. On va glisser, comme on dit. Merci d'être avec nous. C'est moi. Je n'avais pas encore vu cette veste-là. C'est nouvelle. Je fais des efforts. Bonsoir Mano, bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs. Oui, merci pour l'invitation et je suis très content de retrouver des chroniqueurs habituellement. Et la saison a repris. Il y a effectivement pas mal de sujets intéressants. Donc je vais également apprendre beaucoup sur le plateau. Voilà. C'est vrai que lorsque tu présentes, tu as moins le temps de donner ton avis. Tu poses les questions avec beaucoup d'adresse, je trouve. Hein. Tu évites les cancans, tu sais où adresser les gens, ce que je ne sais pas encore faire parce qu'il y a des gens difficiles à adresser. Bonsoir, Béa. Il y a une relation. Il y a une relation là. T'as la sotte. Ça, monsieur le russe ou bien monsieur encore le cette semaine. Bonsoir Manu. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Bonsoir aux chroniqueurs. Je suis également très heureuse de te retrouver. Et moi, on me fait des retours te concernant, pas sur ton regard malicieux, mais sur cette façon simple, habile également de mener les débats et qui plaît parfois de aussi simplifier nos propos, parce que des fois on parle aussi. Et qui, oui, toi surtout, et qui plaît beaucoup aux gens. Voilà. Et juste parce que la parole m'est donnée, voilà. Je voulais féliciter les joueuses martiniquaises de la sélection martiniquaise qui hier ont malheureusement perdu 2-0 contre l'équipe du Honduras, mais qui ont fait preuve de pugnacité, et j'invite nos compatriotes à joindre la parole aux actes, c'est-à-dire à être présents dans les stades lorsque nous avons nos équipes locales martiniquaises en représentation internationale, surtout chez nous. Voilà. Alors, est-ce que tu étais au stade alors? Évidemment. Alors, est-ce que le drapeau rouge, vert, noir était là? Oui, il était là. D'accord, c'est une bonne chose. Il était là. Très bien, merci beaucoup. Et il y avait quand même quelques personnes, donc on a fait beaucoup de bruit, on les a beaucoup encouragés et on leur souhaite encore bon vent et bonne continuation. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question avec la télévision, peut-être pas pour les équipes d'ici, hein, mais avec la télévision, j'ai l'impression que les grands matchs de football ou peut-être de rugby, les gens préfèrent ça à la maison avec la télé, une bonne bière. Les gens ne se déplacent plus dans les stades, j'ai l'impression, pour regarder. Hein. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, il y a de l'ambiance, oui. Il y a de l'ambiance. Les fanatiques. Même pas, moi je suis fanatique de nos équipes martiniquaises, de notre équipe martiniquaise. Donc je suis pas une fan de foot, je vais pas me faire passer pour une grande fan de foot, mais lorsque les Matininos et l'équipe féminine jouent et que j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer par la visite du roi Charles III, parce que je suis très étonné de voir l'engouement des Français pour le roi Charles,
pour sa femme. J'ai regardé un petit peu sur les Champs-Élysées, mais ce qui m'a un petit peu étonné, c'est le faste qu'on avait à Versailles. À une période où on demande à tout le monde de faire des efforts, des économies. Donc là, on voit le président Macron, son épouse, accueillir à Versailles le roi Charles et sa femme. Alors, il y a des assiettes, des trucs. Et puis, en plus, il semblerait qu'on ait distribué des bouteilles la table, n'est-ce pas? Et puis, il semblerait que les invités sont repartis chacun avec une bouteille de champagne ou de vin, mais qui ne coûte pas moins de 2 000 euros par bouteille. 2 772 euros. Ah, merci Philippe. C'est pas mal, hein? Donc, inutile d'essayer de savoir combien d'argent ça a coûté de recevoir le roi à Versailles. Mais enfin, quand même, c'était un événement en France. Hein. Je pense que ça valait le coup de regarder ça. Nous n'avons pas de roi, enfin, donc on ne risque pas de connaître ça. Ensuite, l'autre sujet dont tout le monde a parlé cette semaine, c'est la Martinique qui inscrit officiellement les pitons du Nord et l'appelé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 12% de la Martinique. Est-ce que c'est quelque chose de formidable? Est-ce que c'est quelque chose qui va ramener à la Martinique peut-être des touristes ou... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que... En quoi ça peut être une chance pour la Martinique, le patrimoine de l'UNESCO? Je voudrais une remarque. Pour une fois, oui. Je suis heureux et fier d'être martiniquais. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre d'acquis qui existent maintenant à partir d'une entente entre politiques et une continuité qui s'est maintenue. Le patrimoine mondial concernant le massif montagneux du nord de la Martinique, c'est une action qui a été entamée en 2010 et qui s'est poursuivie sur plusieurs mandatures. Et effectivement, mandature 2010, je voulais rappeler à ce niveau-là que le parc naturel était présidé par notre ami Daniel Chaumet et qu'il a été l'un des initiateurs. D'autre part, l'Aïol fait partie du patrimoine mondial. Bien, ce sont là, à mon avis, des éléments très forts. Et nous sommes réserve de biosphère. Or, nous avons et plus, on va en parler tout à l'heure, ce qui se passe à Sainte-Anne avec nos amis de protection de l'écologie. Eh bien, je trouve que la Martinique, véritablement, ça devient la perle des Antilles. Car c'est effectivement l'île la plus labellisée, si je peux m'exprimer ainsi, dans la Caraïbe et dans notre environnement. Et je voudrais souligner la chose, et c'est le travail de nos politiques martiniquais, quelle que soit, n'est-ce pas, leur tendance, mais qui ont continué ce travail, et nous sommes arrivés à ce résultat. Donc, bravo. Bien. Michel? Mais j'appuie ce que dit Philippe, parce que certes, nous avons un rôle dans la presse, un rôle critique, mais à un moment donné, il faut aussi éviter l'autodénigrement. L'autodénigrement qui finit par décourager, donner le sentiment à une partie des Martiniquais que nous serions intrinsèquement incapables de réaliser les choses ensemble. Bon. Or, nous avons... En dehors de cela, nous avons des défis colossaux qui nécessitent de notre part beaucoup de courage et beaucoup d'unité et de rassemblement. Donc, effectivement, en particulier, les pitons qui ne s'appellent plus du Carbet, les pitons du Nord, maintenant c'est ce qu'on m'a dit, il ne faut plus dire les pitons du Carbet. Il y a, au niveau de la flore et de la faune et des espèces endémiques, il y a en Martinique des espèces qui sont non seulement originales par rapport au monde, mais par rapport aux autres îles de la Caraïbe. Donc ça c'est il a fallu beaucoup de ténacité pour non seulement mettre ça en valeur sur le plan scientifique, et ça a été le rôle du parc régional naturel, mais il a fallu aussi beaucoup de ce qu'on appelle de lobbying, c'est-à-dire
il ne suffit pas. Nous sommes dans un monde, il ne suffit pas d'avoir de la valeur, il faut se mettre en valeur. Donc, d'ailleurs, je pense que ce sera le sujet de mon prochain édito de justice, et c'est ça que nous devons utiliser pour franchir d'autres étapes dans d'autres domaines, en particulier, vous savez très bien, il a dit qu'il est autonomiste, mais oui, ce que nous avons à franchir, c'est la conquête d'un vrai pouvoir martiniquais, et pour cela, il faut avoir confiance en nous-mêmes et arrêter de nous auto-détruire et nous auto-considérer comme incapables de prendre en main nos problèmes, aussi complexes soient-ils. Bien. C'est ça la leçon principale. Très bien. Tout à fait d'accord. Alors, Charles, tu as lancé 2 sujets. Le roi, on en parle ou pas? Oui, on peut en parler, pardon. Oui, bien sûr. Alors, le roi d'Angleterre, 3 petits éléments, puisque bon, je me suis effectivement intéressé à sa visite. Le 21 septembre, ironie, c'est la date anniversaire de vote de la fin du régime monarchique en France. Donc, il est venu, il a prononcé un discours à une date anniversaire qui n'est pas très favorable au roi. Donc, c'était assez particulier. Et puis, il y a 2 dates qu'il faut retenir. C'est 1679, le principe d'habeas corpus, c'est-à-dire le principe de la liberté individuelle en régime démocratique qui sera proposé en Angleterre d'abord en 1679, je dis bien, avec pour obligation de présenter le détenu à un juge de manière à vérifier la légalité de son arrestation, mais aussi son état de santé. Et donc l'habeas corpus, c'est un principe qui a été institué par l'Angleterre. Deuxième date importante, 1689, la Charte des droits, ce qu'on appelle Bill of Rights, qui a été imposée également à Guillaume III et à Marie II, et qui proposait donc une monarchie parlementaire, donc 1689, je dis bien, un siècle avant la Révolution française. Donc les Britanniques, même s'ils ont une monarchie parlementaire et qu'il y a une chambre haute, la chambre des lords, et une chambre basse qui fonctionne avec un principe institutionnel surtout basé sur les us et coutumes, hein, il n'y a pas de constitution, de droit écrit, eh bien c'est une monarchie qui a quand même une logique, et puis c'est une proche voisine de la France, donc c'est bien que le roi vienne en France pour des raisons diplomatiques. Maintenant, je ne devrais pas émettre que sujet, donc je préfère mon état de citoyen. Je ne sais pas. D'ailleurs, il me semble que ça a évolué, que la notion de sujet en Angleterre soit un petit peu désuète. Enfin, concernant le deuxième sujet, à propos donc du classement en tout cas, des Pitons du Nord. Des Pitons du Corbeil de la montagne Pelée, c'est pas un classement, enfin c'est une inscription. Je souhaiterais dire 3 choses également. La première, c'est que patrimoine vient de pater. Pater, c'est ce que vous laisse votre père. Donc, bien évidemment, on ne garde que ce qui est précieux. Dans l'héritage, petite ironie, à personne ne viendra l'idée de garder les vieux slips de son papa. Donc, on garde. Alors, quand on vous dit que c'est une inscription dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas tant pour en user, en abuser de manière à faire tout et n'importe quoi. C'est justement pour être responsable de ce patrimoine-là, pour soi, son pays, mais aussi pour le monde entier. Parce que ça a un caractère universel, l'inscription de ce patrimoine a un caractère universel et intéresse l'humanité tout entière pour les spécifications que les scientifiques ont décrites. Alors je crois qu'il y a la biosphère, je sais que vous avez fait une émission dessus avec Dany Chaumet et puis Jean-Raphaël Gaudez-Oromo qui explique ça très bien. Pardon, ça va être diffusé vendredi, demain après-midi. Voilà. Ça sera diffusé demain après-midi, mais on peut déjà voir sur Facebook. Voilà. Et donc, ce sont 2 spécialistes. Jean-Raphaël Gaudez-Oromo est chercheur au CNRS
Et on a un petit peu travaillé, parce que j'ai la chance d'être représentant de la CTM à l'université, et on était très content vraiment de cette inscription pour deux principes. Le premier principe, c'est la richesse de la biosphère qui se trouve et sur les Pitons et sur la montagne Pelée, une biosphère très particulière avec une continuité de végétation climatique depuis le sommet de la montagne Pelée jusqu'au littoral, ce qui est une particularité de la Martinique dans toute la Caraïbe. Et puis deuxièmement, la géomorphologie, enfin, donc les principes de géographie physique qui sont effectivement également uniques. Et pour poursuivre, je ne vais pas être trop long, donc l'UNESCO garde donc les richesses biologiques et écologiques comme étant fondamentales pour la compréhension de la vie et de l'organisation de la vie sauvage, naturelle, humaine, etc. Sur Terre. Et donc, on a effectivement une reconnaissance. Il faut que vous sachiez qu'il y a une seule proposition par État, par année, et la France et l'ambassadeur de France, quand ils ont choisi de présenter la montagne Pelée et les Pitons du Nord, la France a donc choisi le cheval gagnant, puisque notre candidature et notre présentation a été retenue favorablement. Voilà ce que je voulais dire. Bébé. Je voulais dire ça, c'est ce qu'il y avait quand même d'exceptionnel, c'est que la Martinique a préparé son dossier, qui a eu l'opportunité de passer plusieurs fois et donc d'être amendé, d'être amélioré, d'être renforcé par les travaux notamment des universitaires et d'arriver en effet à cette inscription qui est une reconnaissance universelle de la richesse que peut contenir notre territoire. Et j'abonde dans tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je crois qu'il faut que l'on apprenne à s'aimer, apprenne à aimer aussi notre pays, ce qui le renferme, et puis à le valoriser. L'objectif également de cette reconnaissance, outre la préservation de notre biodiversité, c'est aussi de faire de ces sites des sites de visite, d'études, qui soient en tout cas des références, et en l'occurrence Charles a parlé des références notamment scientifiques ou en matière de biodiversité, mais également qui soient des références touristiques pour un certain nombre de pays, enfin de personnes, et en l'occurrence le tourisme vert, ou tout simplement le tourisme qui est attaché aux lieux qui ont été désignés et reconnus et inscrits comme patrimoine de l'UNESCO, eh ben le tourisme augmente souvent de façon assez exponentielle parce que les personnes à travers le monde, il y a des personnes qui s'intéressent à ces sites patrimoniaux et matrimoniaux, parce que j'ai envie de dire aussi il y a le matrimoine. Voilà, et qui viennent visiter parce qu'il y a un intérêt particulier à aller voir ces sites, et certains ne font que des voyages qui sont en lien avec ces sites de l'UNESCO. Donc moi je trouve que c'est une belle chose. J'espère justement qu'en liaison avec cette reconnaissance, mais également avec l'AIOL, on va réussir aussi à mettre en place une vraie stratégie autour de ces reconnaissances, et une vraie stratégie notamment touristique, mais du coup économique, et qui permettent à nous-mêmes de développer ce secteur. C'est un petit peu ça le sens de ma question. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? C'est de ce sens-là. Est-ce qu'on aura plus de touristes? Est-ce que... Normalement, voilà. oui. Donc, vu ce que vous avez expliqué... Je voudrais aller dans ce sens-là, parce qu'il y a un aspect, c'est que c'est provisoire. Il y a des engagements à respecter. Oui, tout à fait. En 2025, ce sera définitif, éventuellement? Non, il y a des engagements, c'est-à-dire qu'il faut préserver le patrimoine ou le matrimoine. OK? Donc, ça va nous amener, nous-mêmes, à regarder ce qui se passe, à entretenir et empêcher, n'est-ce pas, les déchets sauvages qui se produisent partout. Donc nous avons l'obligation d'entretenir. Et si jamais nous ne remplissons pas nos obligations, ça nous est retiré. Attention à une injure pareille, parce que c'est dur, ça serait dur à supporter. Voilà ce que je voulais ajouter. Ok, Charles. Oui, une petite précision. Si Manuela ou Grégory peuvent passer l'infographie que j'avais proposée. Voilà. Donc cette infographie-là montre quelles sont les zones qui sont le plus intéressées par
classements. Et donc, en général, les classements se concentrent plutôt dans les pays du Nord, pour 4 raisons principalement. La première raison, c'est que les élites dirigeantes se sont très tôt intéressées à ces patrimoines-là, puisqu'il y avait des vestiges minéraux, quand on parle de minéralisation, c'est-à-dire les vestiges grecs, romains, etc., qui duraient dans le temps. Voilà, des bâtiments. Tandis que dans le sud, eh bien, dans le milieu intertropical, c'était souvent des constructions éphémères et le temps les abîmait. Deuxième élément, les puissances coloniales ont pillé pas mal de choses et on sait aujourd'hui que pas mal de richesses archéologiques ou de richesses se trouvent dans les musées occidentaux. Et la momie. Par exemple. Et puis, troisième élément, il y a eu souvent des guerres et des destructions parce qu'on n'était pas trop sensibilisé à ces réalités. Mais aujourd'hui, avec le travail de l'UNESCO, qui travaille pour la culture, pour la science, qui est une branche de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de plus en plus, les civilisations, les États-nations sont conscientes de la nécessité de préserver et de mettre en avant leur patrimoine, justement. Bien. Alors, restons justement dans ce genre de sujet, parce que le collectif associatif Sauver la vie Saline a entamé une démarche qui vise à faire reconnaître le site en tant qu'entité naturelle juridique. Ça c'est pour toi, ça, Philippe? Ah oui, bien volontiers. Ce sont des concepts très modernes et qui ne s'inscrivent pas encore dans le droit interne, le droit français. Alors, l'entité naturelle juridique, je vais reprendre une formule de Sa Majesté le roi Charles III, que tu sembles bien apprécier, mon cher Charles. Oh, tiens. Oui, il a repris une formule qui est la suivante, c'est que si l'homme, pour exister, a eu besoin de combattre la nature, maintenant, pour subsister, il faut qu'il la protège. C'est-à-dire que depuis les années 1960-1970, on voit apparaître la nécessité de protéger notre environnement. Okay ? Alors, bien sûr, nous étions persuadés que nous, hommes, nous possédions la Terre, mais souvent, c'est la Terre qui nous possède. Et on s'aperçoit que nous sommes que les locataires, n'est-ce pas, de la planète. Et que si nous maltraitons trop notre bailleur, eh bien, il risque de nous donner congé. Mais le bailleur, lui, subsistera. Et donc, dans ce concept-là, au niveau international, est apparu Philippe, pour aller dans ton sens, juste 2 mots. On peut penser à ce qui se passe en Libye en ce moment, la coulée d'eau, les inondations, et puis aussi ce qui s'est passé au Maroc il y a quelques semaines. Pour dire que le bailleur... pour aller dans ce sens-là. La planète subsistera, l'humain disparaîtra peut-être. Ça, c'est une évolution. Mais les ultramarins, ils ont un rôle considérable à jouer. Je me suis penché sur une décision récente de l'Assemblée de la province des îles Loyauté de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont des lois pays. Et ils ont mis en place la catégorie d'entité naturelle sujet de droit. Cela est créé. Et par conséquent, les requins, les tortues sont protégés. Et ils sont en avance sur le droit européen, le droit français. Alors, j'ai trouvé d'autres concepts de l'encadrement de ce nouveau concept. Alors, j'en ai trouvé dans un pays d'Amérique latine. En Bolivie, par exemple, ils ont créé effectivement les droits de la terre-mer. On retrouve aussi au Canada, j'ai trouvé, la personnalité juridique a été reconnue à la rivière Maghreb. En Inde, le Gange est reconnu comme une entité vivante. Donc, ce sont des initiatives publiques, celles-là, ok ? S'agissant
il y a des initiatives privées, notamment en France. J'en ai découvert 2. En 2021, a été lancé effectivement les premières déclarations des droits d'entité naturelle. La Corse, ah oui, a considéré que son fleuve, le Taviganu, était une entité naturelle juridique et qu'il avait des droits à être protégé, de même qu'un fleuve français, le fleuve Tête dans la Pyrénées-Orientales. Ce que je veux dire, c'est que on est obligé de reconnaître en face de nous la personnalité de notre planète et de la Terre et de l'environnement que nous devons protéger. Alors, les choses se mettent en place et le problème, c'est de savoir qui va parler au nom de ces entités. Donc, il faut inventer des conseils. Les choses se font à l'heure actuelle. Et comme disait Michel, c'est vrai, nous sommes toujours d'accord, mais parce que nous avons les mêmes objectifs et que nous sommes authentiques, n'est-ce pas, dans nos objectifs. Et je crois que l'outre-mer, nos pays d'outre-mer, ont le devoir d'innover. Ils ont l'obligation d'innover. Et je fais allusion à une intervention de Patrick Chamoiseau qui disait que effectivement il faut inventer de nouvelles catégories de citoyens ou de territoires. La Nouvelle-Calédonie, il y a 2 citoyennetés, ne l'oubliez pas. Il y a la citoyenneté française et la citoyenneté calédonienne. Donc, je pense qu'il y a des programmes, il y a des projets, des institutions et des recherches qu'il faut mener. Là, les articles 73-74, la fusion des articles 73-74, c'est un sujet de recherche fondamental. Car moi, je pense que on doit rassembler une boîte. Le juriste doit être un architecte paysager, c'est-à-dire voir les règles qui permettent, n'est-ce pas, que les choses se produisent naturellement. Une boîte à outils où ces territoires auraient la possibilité de choisir les instruments qui conviendraient le mieux à la réalité. Alors c'est difficile à faire passer, c'est vrai, mais le droit évolue de façon considérable. Il ne faut pas que le juriste reste enfermé dans un cadre qui ne bouge pas. C'est catastrophique. Hein. Il faut qu'il respire. Il faut qu'il regarde l'avenir. Et je crois qu'au niveau des ultramarins et des travaux qui nous attendent, notamment de l'octroi de mer, j'entends parler de l'octroi de mer. Hein, n'est-ce pas, Michel? On en parle beaucoup. Récemment, j'en ai entendu parler. Mais sur des bases qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne touche pas la véritable réalité. Ce que je dis, je te propose à toi, Zouk, et tu m'as dit comment on peut faire une série, n'est-ce pas, d'émissions sur l'octroi de mer, chapitre par chapitre, économique, historique, juridique, pour que l'on apporte à nos compatriotes, n'est-ce pas, la réalité du phénomène et les projets d'avenir. Arrêtons de nous adresser à des gens de l'extérieur qui n'en connaissent pas beaucoup et qui sont souvent des mercenaires. Et là, notre petite équipe, j'ai constitué une petite équipe auprès, associée au CNAM Martinique, quelques jurys, il a participé à une réunion de travail, Madame Michel, et nous continuons les travaux. Là, nous avons sorti de nouveaux travaux qui sont époustouflants lorsqu'on compare de façon moyenne, je parle trop. Je suis ta mauvaise habitude, bébé. Je termine en disant ceci. Où il a fait des comparaisons entre les collectivités hexagonales et les collectivités ultramarines. C'est fantastique. On découvre des choses que je ne vais pas dire maintenant, puisque il y a des dimanches, il y a des élections sénatoriales. Donc je ne voudrais pas... Ah oui, c'est vrai. Non. Okay. Mais donc je compte sur toi, Mano. Je veux te donner à toi, Zouk, la priorité de ces informations sur un laps de temps en continu.
Ben, je parlerai très rapidement à la directrice, Manuela, qui programme les émissions. Je ne sais pas si elle est encore là. En tout cas, elle va me le rappeler, mais je suppose que vous allez me le rappeler aussi. Oui, bien sûr. Tu as parlé de deux choses sur la Nouvelle-Calédonie. Tu as parlé du droit de l'État français. Et tu as parlé de l'autre droit qui serait la loi... les lois pays. La loi pays. Ils ont même au-delà du pays, mais la loi, j'ai envie de dire, de la tribu coutumière. Merci beaucoup. Oui, mais c'est ce qui remonte à travers ça. C'est effectivement... ce sont les usages kanak qui remontent dans ces entités naturelles. Et effectivement, ils ont une possibilité d'élaborer des lois beaucoup plus avancées que nous. Et certaines fois, c'est la loi coutumière qui prend le dessus sur la loi française. Oui, absolument. Oui. Très bien. Il faut revenir sur l'étude de la Nouvelle-Calédonie. C'est très porteur pour nous. C'est un avenir certain. Là. On rappelle que c'est Michel Excusez-moi d'être aussi... Non, il n'y a pas de souci. Bébé, je te demande de bien vouloir me pardonner. Tu vois comme je suis poli. Je t'en prie. Non, tu me pardonnes. Moi, je ne te fais pas de remarques. C'est bien Michel Rocard qui avait proposé, je ne sais pas trop quoi, un vote 20 ans plus tard. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, tu parles des référendums, mais bien sûr. Et j'ai l'impression que chaque fois que le résultat du vote ne plaît pas, on repousse jusqu'à, je ne sais pas trop quoi, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Covid, oui. Bien sûr. Bébé. Alors moi je veux saluer ce travail qui est fait par le collectif Sauver la vie saline, qui est donc un collectif de plusieurs associations, qui vient dire quoi ? Qui vient rappeler déjà que si aujourd'hui les Martiniquaises et les Martiniquais, les touristes peuvent venir profiter d'une journée, d'un moment aux Salines, dans un espace naturel préservé, c'est le fruit de luttes d'associations, dont la Sopamar, d'accord, que beaucoup décrivent, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des plages qui ne sont pas abîmées par une présence hôtelière qui nous empêcherait d'y avoir accès notamment. Grâce aussi à l'ancien maire de Sainte-Anne, M. Garcin Malsan, qui continue jusqu'à maintenant à se battre. Tout à fait. J'ai oublié ça, et je voudrais rendre un hommage particulier à Garcin Malsan, qui a fait un travail considérable, je le dis. J'ai travaillé avec lui du temps où j'étais aux affaires au Conseil des rivages français de l'Amérique, et pour la protection de l'environnement. La Sopamar a fait un travail remarquable pour la protection de l'environnement. Ah, bien sûr, il y a des aspects politiques. Bon, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, hein, nous sommes bien d'accord. Et d'autre part, je salue l'initiative de Garcin et de Marcelin Nadeau. Sauver la saline, c'est pas uniquement l'association, c'est effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, ces nouveaux concepts juridiques qui vont être amenés au niveau du Parlement français. Et ces entités auront, n'est-ce pas, une situation de fonctionnement. Et là, c'est un exemple. Nous, Martiniquais, nous travaillons et nous ferons avancer le droit et le droit français. À partir de cette initiative, je voulais le souligner. Je l'avais oublié, excusez-moi. Tu continues, je te pardonne de m'avoir interrompu. Merci. Je t'en prie. Comment résister à de tels propos? J'avais comme elle est souriante, charmante et tout. Hein. Donc, en tout cas, ce collectif des associations a mis en place une déclaration des droits des salines. Je vous invite d'ailleurs à aller signer une pétition qui circule et donc à aller sur Internet, regarder « Sauver la vie saline » et vous allez tomber sur la pétition que j'ai signée. En effet, il y a plusieurs initiatives de même nature qui ont été faites. Philippe en a cité quelques-unes. Il y a aussi celle du Rhône. En Espagne, la Mar Menor. Les tortues marines, en effet, aux îles Loyauté. Bon, donc il y a un certain nombre d'initiatives. Et pourquoi ces initiatives? Il ne faut pas oublier, en tout cas pour ce qui est de chez nous, des salines, qu'il y a une partie de ces salines qui sont des propriétés privées. Et donc, certains ont eu envie de faire soit des projets agricoles, soit des projets fonciers, soit des projets touristiques, et donc des grands hôtels. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a moins de 40 ans, un grand projet hôtelier avait été stoppé. La Zatahama. Merci. Avait été stoppé. Donc, vous voyez, je le cite, mais je savais qu'ils en connaissaient plus que moi, parce qu'à l'époque, je n'avais que 8 ans. Merci, en passant. Je vous en prie. On la remercie. Merci. Et que nos salines ont été sauvées
par justement l'action militante. Et je veux redire aux Martiniquaises et aux Martiniquais, on ne peut pas attendre toujours que ce soit les autres qui militent à notre place. Il y a eu cette force militante qui fait de la Martinique ce qu'elle est aujourd'hui, qui fait qu'on a réussi à préserver la montagne pelée, qui fait qu'on arrive à préserver les salines, qui fait qu'on arrive encore à aller poser une table, 4 chaises, une glacière sur la plage et de profiter de la journée. Ça, c'est le travail de beaucoup d'associations, de personnes impliquées. Et si les gens ne veulent pas s'impliquer dans la chose politique au sens partisan du terme, je pense qu'il faut s'intéresser quand même à la vie de son pays et que militer dans les associations qui préservent l'environnement et donc qui amènent à ce qu'on appelle un développement durable, c'est-à-dire une capacité de se développer tout en préservant des choses pour les générations futures, il faut qu'ils foncent parce que même 1 heure par mois, 2 heures par mois, c'est important pour arriver en effet à des résultats tels que ceux qui sont également attendus par ce collectif Sauver la vie saline. Très bien, Charles. Et après Philippe, Michel. Non, Michel. T'as fini, toi. Oui, quelques éléments. Donc, je souhaitais abonder de ce qui a été dit en taquinant certains caldoches, parce qu'il y a une exportation de caldoches en Martinique. Des caldoches qui font des pétitions, qui font des lettres ouvertes, dès lors qu'on veut défendre le patrimoine local, qu'il soit linguistique créole. Mais oui, ce sont des caldoches, des caldoches. Il ne faut absolument prendre aucune initiative pour défendre quoi que ce soit de local, sinon on veut prendre l'indépendance en bas-faille. Et voilà, donc moi je considère que c'est des exportations de caldoches qu'on a en Martinique. Tu peux expliquer? Ah oui, oui. Voilà, pas de canac, de caldoche. Oui, expliquez. Les Kanaks sont les autochtones de la Nouvelle-Calédonie et les Caldoches, ce sont les Européens qui sont venus s'installer en Nouvelle-Calédonie en nombre et qui suffisamment nombreux, les Européens, viennent donc prendre la direction économique, politique et institutionnelle du pays pour dire aux Kanaks comment vivre. Et donc, mon allusion vient de certaines tribunes que j'ai eu l'occasion de voir circuler, qui critiquent les initiatives prises dès lors qu'on veut mettre en avant le patrimoine martiniquais en disant que c'était des tentatives d'indépendance en bas-faille. Moi, je trouve ça comique. Enfin, personnellement, c'est risible, quoi. Si ça n'était pas ces attitudes-là dont Bébé et Philippe viennent de parler, eh bien, on aurait eu une bétonisation des littoraux avec accueil de touristes, 400 chambres, etc. Et on n'aurait pas eu un paysage aussi préservé. Ceci pour rebondir sur une petite polémique qui me titillait depuis un moment. Voilà, je me sens un petit peu mieux. Deuxième élément. C'est mieux quand on le dit. Oui, c'est mieux quand on le dit, exactement. Deuxième élément. Deuxième élément. Nous sommes des territoires fragiles. Et la résilience, la capacité de rebondir, de s'adapter, de résister au réchauffement climatique, aux problèmes, quels qu'ils soient, géopolitiques, écologiques, etc., nous préoccupent de plein fouet. Et ces territoires fragiles-là sont justement un laboratoire extraordinaire pour la France, pour voir comment eux-mêmes faire avec les problèmes qui vont les assaillir bientôt. Parce qu'ils sont déjà assaillis par les problèmes, on parle de canicule, etc. Mais nous sommes en permanence assujettis à ces difficultés-là. Et nous sommes des laboratoires vivants qui leur permettent de faire face. Alors moi, j'ai eu la chance, oui, j'ai eu l'avantage et la chance d'avoir le Père Pinchon comme professeur au séminaire collège, qui m'a fait sciences expérimentales, sciences naturelles. Alors, les anciens se souviendront qu'il nous mettait à genoux devant lui, avec le visage sur les genoux, et puis on était la bête du jour. Et donc, il avait un pouce qui était un petit peu déformé, parce que c'est qu'on l'avait mordu, et puis il nous tapait comme ça pendant qu'il faisait le cours, et puis dès lors qu'on avait un camarade qui bavardait ou qui faisait un petit peu de bêtises, la bête du jour prenait une grosse gifle sur le visage. Et je salue donc tous mes camarades de classe qui m'ont permis d'avoir des gifles assez coriaces. Et la vengeance consistait à quoi faire? Quand celui qui vous avait fait prendre une gifle se retrouvait être la bête du jour, eh bien nous on faisait des bêtises pour que lui soit giflé à son tour. Parenthèse fermée du Père Pinchon. Et donc, mais on peut dire aussi que malgré tout il y a un musée il y a un musée bien évidemment sur la route de Didier. C'est qui est remarquable d'ailleurs. Un homme fantastique qui a passé sa vie, qui a fait des recherches, qui a travaillé énormément pour découvrir la botanique, les insectes, la nature en Martinique. Enfin, on encourage à aller
voir le musée du Père Pinchon sur la route de Didier, c'est l'ancienne Villa Chams, enfin implanté à l'ancienne Villa Chams. Et puis je voulais aussi parler de Monsieur Fiard, qui est un professeur de philosophie au lycée de Bellevue, qui était professeur de philosophie au lycée de Bellevue, mais qui a un doctorat en sciences de la nature et qui a contribue également à permettre la découverte de cette unité de biosphère de la montagne Pelée. J'ai eu l'occasion de l'accompagner dans le cadre de l'AMIBEL, l'association de l'amicale du lycée de Bellevue, quand il nous faisait visiter, il nous faisait faire des marches découvertes. C'est extraordinaire de voir combien le pays est beau et combien la nature est riche et passionnante à découvrir. Et pour aller dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à pas trop long, l'entité naturelle juridique permet à n'importe qui de saisir la justice pour obtenir réparation et même dédommagement au nom du territoire bafoué, sali, dégradé. Et je veux aussi, moi je suis un petit peu le défenseur des animaux, parce que les animaux me touchent beaucoup, les chiens, les chats, enfin tous les animaux. Et je veux aussi militer dans le sens de la défense de nos coutumes, mais aussi du devenir de nos compagnons. L'homme n'a pas la terre à sa disposition. Ce que Philippe disait, je crois que c'est le commandant Cousteau qui avait fait cette citation-là. Ce que Philippe disait est tout à fait vrai. La terre n'a pas besoin de nous pour exister. Hein? Et donc, si on n'en prend pas soin, eh bien, elle nous rendra la vie difficile. Et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, l'objectif premier, c'est de gagner de l'argent, c'est d'amonceler des sous et des zéros sur les comptes en banque, et puis se désintéresser totalement du territoire. J'ai l'impression que, et je vais clore mon propos, 3 choses. L'accessibilité des salines était trop grande, parce qu'on y arrive en voiture, et on sait la tentation des Martiniquais à vouloir rentrer la voiture même à l'église. L'incivisme, incontestablement. Quand on marche, on fait des marches, on voit des bouteilles, des canettes de coca. Moi, je vous assure. Moi aussi. Bon, donc, quand on a un sachet, le sachet, il est plein au bout d'une dizaine de minutes. Hein, donc, on arrête de ramasser. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a un très grand effort d'éducation qui est fait à l'école. Aujourd'hui, la loi nous impose qu'il y a une corbeille pour le papier, les déchets alimentaires, etc. Et puis une corbeille pour les plastiques, les canettes, enfin des emballages. Eh bien, le tri. Eh bien, je vous avoue que les scolaires, depuis une dizaine d'années, s'y adonnent et on voit de moins en moins de salles encombrées de détritus. Et puis même si le numérique a un petit peu amoindri l'utilisation du papier, je trouve que les jeunes sont davantage sensibilisés à ces questions-là. Donc très bien pour cette décision et félicitations à cette association pour les salines. Collectif. Merci beaucoup. Alors Michel, je ne sais pas si tu as suivi cette affaire pendant que tu étais là-bas. Non, alors je suis content sur le cas où j'apprends. Parce que quand j'ai lu cette affaire de entité naturelle juridique, je me dis qu'est-ce que c'est que ce concept et là, vous avez un peu éclairé ma lanterne. Bon, bien sûr, j'ai vécu l'affaire de la Satahama. Bon, je ne peux pas m'empêcher de penser, d'ailleurs, un camarade qui était un de ceux qui a lancé l'alerte, c'était André Constant, qui a été du premier comité qui s'est créé pour empêcher cela. Et ça a été une mobilisation extraordinaire. Hein. Bon, alors, aujourd'hui, tu dis que c'est une initiative à caractère privé. Bon, c'est un concept, mais qui va quand même aboutir, d'après ce que j'ai compris, à une loi à caractère public. C'est ça, c'est une initiative à caractère privé qui doit déboucher sur Marcelin Nadeau s'est engagé avec, et je pense que c'est une stratégie vraiment sensationnelle, et ça nous donnera l'occasion de démontrer que nous pouvons innover dans le droit. C'est une stratégie, je dirais, citoyenne. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, Bébé nous avait promis la semaine dernière, mais je ne vois pas ça dans... C'est là, c'est là? Oui, dans sa publication du 11 juillet. Ah oui. Observe qu'entre 2010 et 2022, les écarts de prix par rapport à la France s'accroissent en Martinique. L'Institut souligne que l'écart de prix est particulièrement élevé
Pour l'alimentation, plus 40%, un des premiers postes de dépenses des Martiniquais. Mais tu nous as choisi un sujet qui permet d'éclairer ça encore mieux, oui. Avec photo à l'appui. Photo à l'appui, je vous avais dit, je l'avais promis. Enfin, de toute façon, j'avais déjà pris les photos et j'avais déjà constaté la différence. Il y a aujourd'hui, alors sur l'alimentation, on est à plus de 40%. Très clairement, on est à plus de 40% en fait. On nous dit 40 parce qu'on l'INSEE aujourd'hui mesure au regard des habitudes de vie, donc parfois viennent un peu baisser les marges. Certains produits tels que les produits informatiques dont la taxation est un peu moins importante ici qu'en France hexagonale, mais la réalité, alors si les images sont là, la réalité, alors sur un produit de base qui est le papier toilette, voilà, 10,15 €, 24 rouleaux de papier toilette, d'une marque, comment ils appellent ça, distributeur. Oui, une marque Carrefour, Maxipack, 24 rouleaux, 10,15 €. Et regardons le prix en Martinique, 21 €. Okay. Pour le même produit, la même chose. On parle du même produit, la même photo, marque. La même marque, le même nombre, c'est la même chose. Voilà. Donc on n'est pas à 40%, on est à 100%. Et quand je me suis rendue dans le stand, enfin dans le rayon, il y avait une dame qui était en train de faire le réassort, enfin de mettre des nouveaux produits. Et je lui ai dit, mais vous travaillez dans le luxe désormais ? Parce que ça, c'est des prix du luxe. 24 rouleaux de papier toilette de marque distributeur à quasiment 24 €, presque 1 € le paquet. Non, ouais. C'est du délire. Bon, et j'ai regardé d'autres produits tout à l'heure. Juste avant d'arriver, je me suis dit, je vais quand même regarder. Et il y a des promos en ce moment. Ils vont te repérer, ils vont pas te laisser entrer dans les supermarchés. Ne t'inquiète pas, t'inquiète, ils vont quand même. Alors, j'ai regardé fromage. Un truc, chaussée aux moines. Vous me direz, on n'est pas obligé de manger du fromage, je veux bien vous l'accorder. Mais en France, chaussée aux moines, 9,56 € le kilo, 14,35 € le kilo en Martinique. D'accord, le même. Ok. Des petites, c'est des promotions en ce moment. J'ai été les promotions parce que naturellement, vous pouvez aller chercher tous les prix des magasins là-bas. Par contre, ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a parfois des fascicules sur lesquels vous trouvez des choses, mais vous ne pouvez pas aller sur Internet chercher tous les prix facilement sur les applications ici. C'est un tout petit peu plus compliqué. Alors là, par exemple, je regardais des crêpes alimentales en promo ici. 3,39 € le kilo, 7,72 € en Martinique. Bon, on est sur du 100% de différence de prix sur certains produits. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, l'Institut national d'études, enfin l'INSEE, fait valoir un certain nombre d'évolutions, mais dit, et ça c'est la chose la plus surprenante probablement, qu'il y a eu depuis 2010, il y avait quoi en 2009 au fait ? D'accord ? Depuis 2010, qu'il y a une augmentation constante des prix. Et pourtant, en 2009, on a fait une grève générale. Okay ? Et ils disent qu'à compter de 2015, par ailleurs, il y a eu une augmentation de plus de 15% brutalement. D'accord ? Bon, alors, la question qu'on doit se poser au-delà de tout ça, et Michel en a déjà parlé à de nombreuses reprises, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, c'est celle aujourd'hui de l'administration des prix. Est-ce que l'on peut aujourd'hui continuer à avoir des personnes qui, évidemment, nous citronnent parce que nous sommes ce que l'on appelle des consommateurs captifs. Captifs, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller dans certains magasins pour acheter un certain nombre de biens. En France hexagonale, parfois, les gens font 20 km pour aller dans des centres commerciaux où ils vont acheter en gros, avec des différentes marques, avec beaucoup de concurrence. Ici, il y a une faible concurrence, il faut le dire. Il y a même probablement des ententes parce qu'on voit quand même que les prix évoluent à peu près de la même façon suivant les enseignes, d'accord ? Mais il n'y a aucun contrôle. C'est ça la réalité. Mais en France, ils peuvent même franchir les frontières parce que j'ai un ami qui habite la France, mais il travaille en Suisse. Ben, évidemment, tout se passe très bien. Et d'ailleurs, les Suisses sont un petit peu fâchés contre lui par rapport à ça, parce qu'en fait,
finalement, au bout du compte, ils gagnent plus d'argent que les Suisses. Ben oui. Cette histoire-là. Donc, ça ne nous plaît pas moins trop. d'impôts. Alors, Michel, l'économiste, comment il faut remonter une brigade, Michel? Il faut reprendre du service. Bon, nous sommes obligés de redire des choses que nous avons déjà exposées. Bon, d'abord, cette étude, nous en avons déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi ça ressort un peu dans France Antilles, dans les médias. Cette étude date de juillet. Effectivement, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre dans sa publication du 11 juillet 2023. Oui, quel est l'objet de l'étude? C'est l'écart de niveau de prix général entre le niveau général des prix en Martinique et en France et dans les autres départements d'outre-mer. L'écart était de 10% il y a quelques années, et maintenant il est de 14%, le niveau général. Et puis quand on décompose dans les différents postes de consommation, notamment l'alimentation, et à l'intérieur de l'alimentation, il y a l'alimentation, il y a les légumes, il y a ceci, et il y a effectivement là-dedans, bon, l'alimentation c'est en moyenne de 40%, mais il y a des produits qui sont plus élevés, dans l'écart est plus élevé, ce que vient de montrer Béatrice, que 40%, d'autres qui le sont un peu moins. Bon. Mais ce n'est qu'une observation, je dirais, à la surface des choses. L'INSEE n'a pas la capacité, n'a pas le pouvoir de décomposer les prix et d'expliquer, par exemple, tu as pris des exemples, l'exemple du papier de toilette, pourquoi le papier toilette est vendu à tel prix à Martinique et pourquoi il est vendu à tel prix en France. Bon. Ça, c'était le boulot que faisait auparavant la direction de la concurrence et des prix. Bon. Cette administration a été démolie par les gouvernements néolibéraux. Et aujourd'hui, M. Bruno Le Maire, quand il est poussé par parce que l'opinion publique française quand même commence à s'agacer, c'est qu'on s'aperçoit que les prix continuent à augmenter, notamment l'alimentation. Il dit voilà, on va bloquer 5000 produits. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Bloquer, ce serait prendre un décret, c'est-à-dire une mesure gouvernementale disant à partir de telle date, à telle date, les prix sont bloqués. Mais mieux que bloquer, c'est fixer les prix. Parce que si je prends l'exemple, tu as pris l'exemple du papier toilette à 10 € en France. Bon. Mais s'il était à 5 € il y a un an, vous le bloquez à 10 € et les 5 € d'augmentation. Donc, il faudrait les fixer, il faudrait arriver au stade où on dit voilà, vos prix d'achat, votre prix de revient, etc., les taxes, c'est ça, votre marge, c'est tant. Et c'est ça que les gouvernants actuels, qui sont dans le... Alors, c'est un sujet d'ailleurs qu'il faudrait aborder à l'occasion des élections européennes. Le gouvernement Macron s'abrite derrière la législation européenne en disant que la législation européenne prévoit la liberté des prix. Par conséquent, nous ne pouvons pas intervenir sur l'application des prix. Alors, a fortiori, dans les départements d'outre-mer. Bon, alors, on a pris un ersatz. L'ersatz, c'est le bouclier qualité-prix. Bon, le bouclier qualité-prix, ça consiste à prendre un certain nombre de produits, 103 produits, à les baisser un peu. Bon, c'est un demi-pas. Ça n'existe pas en France quand même. Hein. C'est quand même un reliquat. De 2009. 2009, comme tu l'as dit. Bon, c'est-à-dire qu'on a quand même un simili, un début de commencement j'allais dire de contrôle des prix, je n'ose pas le dire. Et c'est ça. Bon, donc la véritable réponse à cela, c'est qu'il faut changer de paradigme, il faut abolir l'idée de la liberté des prix. Bon, alors, il ne faut pas contrôler tous les prix, mais il faut contrôler les éléments. Il faut d'abord analyser de quoi sont composés les prix des produits, et puis agir sur les composantes des prix. C'est ça la réponse à ce problème, en particulier dans les pays d'outre-mer, puisque nous sommes pour le moment à 85%
à une consommation de produits importés. Charles, et puis si on peut accélérer sur les réponses pour voir plus de sujets, si vous voulez bien. Juste une constatation, les chroniqueurs sont parfaitement... Je vais faire une boutade. Hein. En France, c'est du papier cul. En Martinique, c'est du papier toilette. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Non, mais c'est comme ça. C'est pas possible. On se moque de nous, là. On se fout de nous. Ouais. Et la situation de monopole, comment faire? Quand Béatrice disait qu'il y avait des ententes. On est en situation de oligopole. Il y a 4 ou 5 distributeurs. On s'appelle un coup de fil autour d'un punch, comme disait Michel, hein, devant l'impératrice. Alors, on fait quoi? Alors, trop facile quand même. Et c'est la même chose pour le prix de billets d'avion maintenant. Hein. Ouais. Les différentes compagnies s'arrangent pour monter ensemble. Comme hein. par hasard. Comme par hasard. Tous c'est les mêmes prix. En tout cas, on soupçonne. On n'a pas les preuves, mais on soupçonne. Voilà. On veut pas Philippe? les preuves. Alors, oui, moi, ces informations m'agacent, m'énervent. Ah oui, chaque fois, elles reviennent, on constate il faut maintenant. qu'on en parle, Philippe. Hein? Oui, mais je le dis tel que je le ressens. J'ai la liberté d'exprimer ce que je Mais ressens. bien sûr, Ah oui, mais oui. ça m'embête que ça t'agace, je veux pas te Mais non, t'inquiète pas. Bon, tout est dans l'art Faut pas de... que tu fasses un ulcère. Et petite. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est que ces informations, bon, on connaît. Et très curieusement, ça revient. Et ça revient à certains moments. Oui. Je fais peut-être je focalise. Mais il n'y a pas longtemps, on a parlé de la surénumération des fonctionnaires. Tiens, comme par hasard. Et on parle de l'octroi de mer qui serait un facteur. Voilà. Alors arrêtons. Nous allons travailler, nous travaillons et nous allons démontrer. OK? Mais que l'on fasse au moins quelque chose, on ne fait que répéter la même chose. OK? Allons-y. Travaillons et mettons les choses honnêtes nous-mêmes. Mais alors, excuse-moi, ça m'agace parce que ça n'a rien de nouveau, ça. Bon, excusez-moi, mais... Bon. Et Philippe et Michel ont montré une fois de plus qu'ils s'entendent. Ils s'entendent sur les différents problèmes. Non, mais... Alors, ce que j'aime... Très rapidement, parce qu'on passe à notre sujet. Ce que j'aime quand même dans la réflexion, la boutade humoristique de Philippe, c'est qu'il a fait le lien qu'il fallait faire. Oui. Il a parlé du rapport récent de la Cour des comptes sur ce qu'on appelle la surrémunération des fonctionnaires. Bon. La question de l'octroi de mer et la question de la vie chère. Donc, en fait, ce sont des problèmes qu'il faut les mettre ensemble. Et c'est la réalité, et il faudrait ajouter parce que bon, bien sûr, je ne veux pas trop insister parce que les élections sénatoriales, mais c'est aussi le problème de la baisse des dotations de fonctionnement des collectivités locales. Ah non, mais je pense qu'il y a les élections sénatoriales, mais on peut dire ce que tu es en train de dire, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore d'idée. Hein, ils vont à l'élection, mais ils n'ont pas encore d'idée. Et il y en a dont on ne partage pas les idées. Aussi. Tu peux mettre lorsqu'ils en ont, lorsqu'ils en ont. S'il y a une chose qui est importante à l'occasion de ces élections sénatoriales, c'est de rappeler que le Sénat, c'est la chambre qui s'occupe des collectivités locales et que par conséquent, s'il y a un problème qu'on doit poser, c'est le problème du financement des collectivités locales d'outre-mer. Très bien. Toujours pour essayer toujours avec Bruno Le Maire, son ami Michel, oui. Proposition refusée de vendre l'essence à perte parce que le gouvernement veut demander aux stations de vendre l'essence à perte. C'était refusé? Non, ils ont dit c'est les distributeurs qui ont dit... Les distributeurs ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ça. Les distributeurs. Hein, c'est les distributeurs qui ont dit non, niet. Les producteurs Mais il leur avait aussi demandé, c'est pour ça qu'on parle de cinéma et que je comprends l'agacement de Philippe. Je suis tout aussi agacée, je suis particulièrement en plus agacée quand je me retrouve dans l'obligation d'aller au supermarché. Mais n'oublions pas que Bruno Le Maire a eu des éléments qui ont prouvé qu'il y avait des marges indues, c'est-à-dire des grandes enseignes qui se faisaient du gras. Il a cité le sieur. Qui se faisait de la couenne. Voilà. Il a cité le sieur, il a cité Nestlé. Tout à fait. Qui se faisait de la couenne sous couvert de Ukraine, puisque tout est de l'Ukraine, actuellement, hein, d'accord. Et il leur a dit, il les a réunis dans quelque chose de formel, mais probablement avec des petits fours
peut-être pas les mêmes assiettes que le président, mais pas loin, des bons vins et tout ça, en leur disant mais les gars, il faut que vous fassiez quelque chose parce que les Français n'en peuvent plus. Je vous rappelle qu'on a eu droit à 3 déclarations, notamment de la Première ministre et de Monsieur le maire, qui ont dit la première fois c'était le premier trimestre 2023, il y aura une baisse. Puis après, on est passé à mai 2023, il y aura une baisse. Et puis là, on est passé à début de l'automne, on aura une baisse des prix. Ouais, baisse des prix, au cas de nous, que ben, il n'a pas qu'à la s'augmenter. Donc, ils savent très bien là où on est et qu'il y a un petit problème. Mais nous, alors moi, ma réponse est quoi? Monsieur, remettez l'ISF. Parce qu'il y en a aussi qui sont devenus ils étaient déjà milliardaires, mais ils sont devenus multimilliardaires. Remettez des choses pour financer le service public. Et puis, contrôlons un peu les prix. Arrêtons de défaire toutes les administrations qui ont pour vocation, comme la direction, comme la DGCCRF à l'époque, donc la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Remettons aussi les compétences de la douane, qui faisait aussi un travail important. Parce que chez nous, on a droit aussi, je vous le dis, je vais faire une enquête, je suis en train de commencer, mais on a droit aussi à des petites marques qui sont complètement inconnues en France hexagonale et qui ne sont pas des meilleures en termes de qualité. Bon, et là, je ne parle pas simplement des pilons de poulet qui nous viennent de fermes bizarroïdes et d'Europe de l'Est et qui nous arrivent chez nous. D'accord? Donc d'ailleurs, les ailes de poulet et les pilons de poulet, c'est les restes dont personne ne veut et qui n'arrivent pas sur le marché hexagonal. Je le dis à toutes fins utiles. Donc, il est temps qu'on se réveille et puis il est temps que Monsieur le maire arrête de faire du cinéma et mette en place de vraies mesures. Et il est temps également que nos élus, futurs ou présents, nationaux, fassent le job de ce côté-là et ne soutiennent pas, pour certains, leurs petits copains de la grande distribution, parce que localement aussi, ils se font beaucoup d'argent. Tu as des noms? Non. Non, pas de nom, très bien. Alors, le gouvernement a dévoilé sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce nouveau programme entend répondre à l'urgence de la situation sociale. Ça ne correspond pas à notre planning. Ouais, ah, on n'avait pas ça? Non, on n'a pas ça. Alors. Eh bien, la première ministre Alors, le gouvernement, Madame la Première ministre, qui a dévoilé sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce nouveau programme entend répondre à l'urgence de la situation sociale. Non, mais je te crois, Philippe. Non, mais si tu n'as pas, c'est pour que tu l'aies. Moi, j'ai un double. Un double de quoi? Qu'on te suive. Pourquoi qu'on boucle sans taquin? Elle a rajouté ça, effectivement, en bas de page, mais j'en parlais parce que ça restait toujours dans cette histoire de prix. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis mais bon, on ne sait pas quand, hein, d'après ce que j'ai vu concernant ce sujet, si vous voulez, on peut zapper sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, ensuite... On peut parler de l'école. De l'école. Oui. Des rumeurs qui enflent autour de l'éducation et à la sexualité des enfants à l'école, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs? Ben oui, alors, juste parce que c'est assez important, parce que moi j'ai reçu au moins 20 messages, plein de choses sur la question de l'éducation à la sexualité à l'école. Bon. L'éducation à la sexualité. Oui, non, mais les textes sont là. Voilà. Moi, je demande la parole. En tant que juriste, je voudrais intervenir après. Et donc, que les choses soient claires. Alors, première chose, moi, pour ce qui me concerne, c'est vrai que le terme me dérange. Bon, mais parce que je ne sais pas si on n'a pas trouvé mieux, notamment pour des enfants de 4-5 ans, je ne sais pas, ou même de 10 ans, le terme, quelque part, aux relations intimes, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a peut-être un terme qui aurait été, à mon sens, moins choquant, parce qu'il s'agit, en fait, de principes par lesquels... on essaye de dire qu'il faut que les enfants apprennent davantage le respect, fassent attention pour éviter les abus, le respect aussi de la personne humaine, le respect des orientations quelque part sexuelles. Mais il y a énormément de fake news qui passent sur ce sujet et je crois qu'il faut quand même que les parents soient très vigilants. Alors, l'éducation à la sexualité, est dans le programme comme étant des thématiques qu'on demande à l'école d'aborder chez un certain nombre d'enfants. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de loi. Si. Alors, non, mais il n'y a pas de loi Evra, d'accord? C'est la Belgique, ça.
Voilà, et la loi Evra d'ailleurs a été... Belgique. C'est une loi qui est apparue en Belgique, qui n'est pas en France, qui n'arrive pas en France, et même si d'ailleurs, et même en Belgique, c'est des fake news, c'est-à-dire qu'ils ont fait... Il y a des déformations dont personne ne veut apporter la preuve. Hein. Quand c'est dans des groupes WhatsApp et tout ça, moi je demande, est-ce que vous pouvez m'apporter la preuve de ce que vous dites, dans quel article c'est présent, parce que ça m'intéresse par curiosité, ça, évidemment que ça m'intéresse. Bon, personne n'est jamais capable de vous montrer le fameux manuel pour la France, c'est normal, il n'y en a pas. N'est capable de vous dire à quel moment il y a eu une proposition de loi qui ressemblerait à la loi Evra, c'est normal, il n'y en a pas. Et la loi Evra elle-même ne porte pas le principe d'apprendre aux enfants à avoir des rapports sexuels les uns avec les autres, à se toucher, à ceci, à cela. En revanche, je tiens à dire quelque chose parce que j'ai interrogé un certain nombre de... alors on ne dit plus maîtresses et maîtres, on dit professeurs des écoles, qui sont évidemment les plus concernés puisque c'est souvent également pour des enfants de la primaire jusqu'au collège, mais ça choque surtout pour les petits. Il y avait de façon régulière et depuis longtemps, et pas seulement depuis Pape Ndiaye, parce qu'on veut aussi faire la peau de Pape Ndiaye dans cette histoire, il y a depuis longtemps, dans le cadre de la biologie, des cours de biologie ou autres, ou même dans les petites classes, des éléments que l'on apporte aux enfants. Habituellement, c'était fait par les infirmières. C'est désormais fait moins par les infirmières scolaires parce qu'il y en a de moins en moins, et c'est demandé aux professeurs des écoles. Il peut y avoir des dérives, il faut le dire. Il peut y avoir des dérives parce que justement il n'y a pas de guide, il n'y a pas de fascicule précis qui précise les termes à utiliser, les termes à ne pas utiliser, les choses à dire et peut-être même les réserves à avoir quant à des enfants de quel âge? C'est ça que tu es en train de dire. Ça peut être de l'école, collège, lycée. Voilà. Tous. Voilà. Les textes sont précis. Mais c'est vrai que ce qui a choqué, c'était surtout pour les petits, parce qu'il y a des fausses vidéos qui circulent, il y a des faux audios qui circulent. Et donc, j'amène quand même, je vais pas faire être plus longue, pourquoi je milite, c'est pour que nous soyons tous plus responsables. Vous avez des informations, de grâce, avant de les faire circuler. Quand c'est gros comme une maison ou comme l'autoroute, quand c'est trop facile, renseignez-vous, posez-vous la question. Où, quoi, comment, qui, juste ça. Quand, comment, qui parle? Qui sont les personnes qui parlent quand vous entendez des audios? D'accord? De quand date cet audio? Est-ce que vous avez l'identité, en effet, de la personne qui parle? Est-ce que vous savez d'où ça vient? De quel pays? Parce qu'il y a quand même plusieurs pays francophones. Bref, j'amène les uns et les autres à être vigilants, et puis je les amène quand même. Vous pensez sincèrement que s'il y avait des professeurs, même si je pense qu'il peut y avoir des dérives, il faut être vigilant sur cela. Mais j'ai regardé 2-3 émissions, alors évidemment, surtout sur les chaînes facho, parce qu'il y a un lien qui est fait, évidemment, entre, comme par hasard, Pape Ndiaye, ou les gouvernements progressistes, en l'occurrence, et il y a la fachosphère qui fait un gros travail militant dessus, sur ces questions de pédocriminalité, parce que du coup, on fait croire qu'il y a des pédophiles. Juste, j'ouvre la parenthèse, je la ferme. Cette stratégie de dénigrement d'une vision de l'école, dite du progrès, a commencé par Bolsonaro. D'accord? Au Brésil. Je ferme la parenthèse, a été récupérée par les églises et singulièrement par les mouvements d'extrême droite. Voilà. Je demande vraiment à nos compatriotes de faire attention, d'être vigilants. Il y a énormément de fausses informations qui traînent sur Internet. Oui, je voudrais qu'on mette les choses de façon claire. Pourquoi brusquement cette problématique et ces informations qui circulent? Il y a d'une part la loi Evra de Belgique, et d'autre part, il y a eu une maladresse qui a été commise par un professeur des écoles lors d'une action, d'une activité. Alors, je précise, je commence par poser le principe. Moi, je pense que l'éducation
à la sexualité, dans le contexte que nous connaissons, est absolument indispensable. C'est fondamental. C'est du ressort des parents, mais c'est aussi du ressort de l'instruction en général. Parce que vous avez vu ce qui se passe. À partir de ces temps, les réseaux sociaux, les gamins, ils sont déjà au courant de pas mal de choses. Et il y a des risques là très importants. Alors, il y a des textes. Et effectivement, notamment les journalistes qui parlent de ça, ils devraient travailler un peu plus, à mon avis. Il y a un texte, la loi fondamentale, c'est la loi du 4 juillet 2001, qui prévoit l'éducation à la sexualité. Et cette instruction est dans le Code de l'éducation, c'est l'article L121.1 et L312.16. Et il y a une circulaire du 18 septembre 2018, n'est-ce pas, qui fonde cet enseignement. Alors effectivement, il est indiqué qu'il doit y avoir des activités à la connaissance 3 fois dans l'année, pour les petits et les collèges et les lycées. Bon. Et Bébé a raison, c'est pas tellement codifié. Et par conséquent, il peut y avoir effectivement des écarts qui peuvent choquer. Et il y a eu un écart à l'occasion de l'intervention d'un professeur des écoles qui enseignait à des petits, et bon, ça a été la définition de certaines activités sexuelles que je n'oserais pas qualifier autour de cette table. Donc, ce problème est important. Tu as raison, Bébé, il faut vérifier les informations. Mais il faut qu'on se pose la question de savoir comment on fait. Comment on fait cette activité, comment on enseigne et à quel niveau. Alors bien sûr, il y a des instructions qui sont données par la circulaire, c'est à l'occasion de la biologie, c'est à l'occasion de certaines disciplines, mais je trouve, et Bébé a raison, les choses ne sont pas suffisamment codifiées. Et il n'y a pas de livret, il y a simplement une circulaire qui doit faire 2 pages, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Alors, je voudrais remettre les choses en place. Il n'y a pas de loi en préparation. La loi existe déjà, c'est une loi de 2001. La circulaire existe aussi. Et c'est les fausses informations qui nous mettent dans cette situation. Je voulais simplement poser la problématique de la nécessité de cette éducation à la sexualité. J'avoue que j'étais à une époque très réservé. Mais vu le contexte, je pense que c'est indispensable. Mais prenons les précautions nécessaires et clarifions et définissons les choses. J'en ai terminé. Charles, toi qui enseignes, comment tu vis cette histoire? Une phrase, très difficile de s'occuper des enfants des autres. Surtout quand ils vous assaillent de questions. Voilà. On ne sait jamais par quels moyens, quelles nuances, quelle subtilité aborder des sujets qui sont complexes, qui sont difficiles, qui sont sensibles, avec notamment les risques dont Philippe parlait. Tout est à disposition sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tout, on voit tout très tôt. Ma fille, j'ai eu un portable à l'époque, à 11 ans, elle en a 30 aujourd'hui. À 11 ans à l'époque, c'était un portable à clapet, mais il n'y avait pas de consultation. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et à l'époque, son portable, quand elle avait rechargé, elle en avait pour la semaine. Je lui avais donné une heure d'abonnement pour le mois, je crois, ou 2 heures, et ça lui faisait effectivement beaucoup plus, dans la mesure où on fonctionnait par SMS, enfin bon. Mais c'est vraiment difficile, voilà. Bon, je le dis comme je le pense, hein. C'est une profession qui est difficile. Mais oui, parce qu'une parole peut être mal rapportée bien sûr. sur un professeur. Ah oui, bien sûr. Ou quelqu'un veut se venger. Oui, et voilà, vous êtes... Et voilà, on est tout de suite stigmatisé. Enfin, tu n'as pas dit, mais il y a eu des écoles vandalisées, notamment en Belgique, par rapport à ces fake news autour de la loi Evra, faisant croire... Alors, j'ai juste envie de dire, pour rebondir sur ce que... Même si on ne rebondit pas, mais sur ce que Charles a dit. Occupez-vous de ce qui se passe dans le portable de vos enfants. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à en apprendre sur le stade auquel ils en sont, peut-être même les personnes auxquelles vos enfants sont confrontés, parce qu'il y a des vrais prédateurs sur Internet. Bien sûr. Et il y a d'ailleurs des parents qui se sont parfois constitués en association pour lutter
contre les prédateurs, parce qu'il y en a tellement que la police parfois ne peut pas faire le job, d'accord? Mais il y a des vrais prédateurs sur Internet, il y a des vrais... Faites attention aussi à ce que vous mettez de vos enfants sur Internet. Parce que les personnes pensent que c'est les professeurs qui vont apprendre des choses, mais le problème, c'est que les images des enfants, les images des parents aussi, de leurs enfants, sont parfois pas non plus toujours très nettes et servent d'ailleurs de bons supports pour des vrais pédophiles. D'accord? Donc j'appelle les parents à la vigilance, surtout sur ça. Vérifiez, contrôlez l'accès de vos enfants aux réseaux notamment. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, vous savez quelles sont mes positions qu'on pourrait qualifier de conservatrices sur ce sujet. Bon, moi, je pense qu'il faut franchir un pas. Il faut qu'il y ait un livret. Qu'on ne laisse pas les enseignants livrer eux-mêmes et même les parents. Et comme l'a dit Charles, c'est une question. Deuxièmement, je suis d'accord pour le contrôle des réseaux sociaux. Alors, on me dit que c'est la liberté, mais non. Mais non. La liberté du renard dans le poulailler, la liberté des pédophiles. Bon. Mais non. Mais il a raison, bien sûr. Mais non. Il y a un moment où... Alors, bien sûr. Et puis, il y a une troisième chose, c'est l'éducation. L'éducation au respect. L'éducation au respect. Et quand tu dis renard, le renard, ça me fait penser à une chanson politique renard qui aimait poule. disait genre manger poule, aimer poule. Autour de la chanson, Mais quand même. Enfin, parfois le renard est d'ailleurs, et c'est assez régulier, notamment dans les cas de pédophilie ou d'inceste, le renard est souvent pas très loin de la famille. Hein. Hélas. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors, hélas. C'était pour ce que dit Béatrice, Béatrice à propos de la responsabilité des parents de surveiller un petit peu ce qui se passe dans les portables des jeunes, quelque part, il y a aussi... c'est comme tous ces problèmes d'éducation, il y a à la fois l'institution et les parents. J'ajoute juste un mot. Il y a les deux. On a une classe. Il y a une question qui est posée. La réponse s'adresse à 30 individualités. C'est une classe. On a une considération de la classe. C'est un collectif total. Il y a une classe, je suis prof. Il y a mon bureau, il y a la classe. Il y a une question qui est posée par un élève. Quand je réponds, ma réponse est reçue par 30 individualités. Et ma réponse est faite écho dans chacune des familles. Et chaque famille a la liberté d'interpréter ma réponse comme différemment. Alors, telle qu'elle a été répétée. Telle qu'elle a été répétée. Oui. S'il y a un parent qui, je dis des bêtises, enfin, pardonnez-moi, une hypothèse d'école, c'est forcément exagéré, mais il y a quelqu'un qui est enseignant ou qui va comprendre mon propos, quelqu'un qui est médecin qui va un petit peu comprendre mon propos, et puis quelqu'un qui est un petit peu extrémiste ou alors dans la fachosphère, qui va interpréter mon propos de manière négative, ça ne sera pas la même réception, mais moi, j'aurai des réactions qui peuvent être disproportionné par rapport à mon propos et par rapport à la répétition de l'enfant à la maison. Donc, on voit bien, et je rejoins Michel, on voit bien la difficulté que les enseignants ont, notamment ceux du primaire. Au lycée, nous, en terminale, on a des gamins de 17-18 ans, on est un petit peu sauvés. Mais SVT. Voilà, mais l'âge ingrat, je dis entre 11 et 15 ans, entre 11 et 13 ans, c'est compliqué. C'est difficile. C'est compliqué. Et on peut se rappeler de Paty, c'est ça? Samuel Paty qui a été décapité. Il a été décapité parce qu'il avait montré, il avait demandé, d'abord, il avait pris le soin de demander à la classe s'il y avait des personnes qui seraient choquées, qui pourraient être choquées par la une du journal. C'est pas Flux glacial, mais Non, c'est Charlie Hebdo. Il a demandé, il a dit s'il y avait des gens qui pouvaient être choqués de sortir. Enfin, il a accompagné cette proposition, pédagogique, de posture pédagogique là, avec beaucoup de précautions. Et malgré cela, le professeur a été décapité. D'ailleurs, le procès est en train de se dérouler là. Alors, disons-le, et la bronca, donc la haine a été montée sur les réseaux par un père dont la fille n'était même pas une élève du professeur. C'est pour ça que j'ai parlé de Paty, voilà. Exact. Non mais écoute-moi, si on a un livret élaboré par
des psychologues, des éducateurs, des Ça médecins, des résoudra bien des scientifiques, problèmes. des gens habilités. Et estampillé éducation nationale, bien sûr. Estampillé. Formés. Bon, le professeur pourra dire, écoutez-moi, moi, j'ai suivi ce que l'éducation nationale préconise pour de tel âge à tel âge, on dit ça. De tel âge à tel âge, on dit ça. Absolument. Parce que ce que l'on dit entre 6 ans et 10 ans, c'est parce qu'on nous dit, comme tu l'as dit, Bien sûr, bien sûr. l'âge Il faut une pédagogie adaptée. L'âge difficile, ce sont les ados. Là, les téléspectateurs ne t'entendent plus. Tu es trop loin du Non, micro. je dis que l'âge difficile, ce sont les ados. Bon, je le vois bien, moi, parce que je suis quelque part un éducateur, puisque en tant que professeur de karaté, je sais très bien la difficulté, l'instabilité, la sensibilité de nos adolescents. Et pourtant, toi, c'est un ordre martial. C'est un art martial. Avec Oui. le contact. Oui, mais dans un art martial où tu as des garçons et des filles. Hein. Ouais, enfin, on a beaucoup entendu. Oui. Ok, Donc, bon, on va donc, passer à notre sujet. Préavis de grève illimité à partir du lundi 25 à la CTM. Que se passe-t-il là? Est-ce qu'il y aura plénière, Charles? Est-ce que tu pourras rentrer là-bas? Parce qu'à un certain moment, à la CTM, on mettait des chaînes pour que les gens n'entrent Au pas. premier. Alors, bon, tu m'envoies. Bon, écoute, moi, j'ai reçu le document de préavis et je l'ai parcouru avec attention. Écoutez, moi, ça me laisse... Ils ont le droit de faire grève, hein. C'est un droit. Deuxième élément que je pourrais dire, je pense que les agents de la CTM souffrent beaucoup parce que il y a bien évidemment des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles en Martinique et que la CTM a traité par rapport à la France. Hein. Les chiffres le disent. Hein. Moi, je regarde, on a 24 000 euros de revenus par habitant et par an. En France, c'est 34 000. Je ne vais pas donner tout, hein, mais bon, la mortalité infantile, par exemple, elle est de 3,5%. En France, elle est de 8% en Martinique. Enfin, on voit que la vie est difficile pour les administrés en Martinique. Et donc, les agents de la CTM ont effectivement à faire face à beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Je veux aussi dire que la nouvelle équipe, elle arrive et elle trouve une situation. Alors, mon ami Michel, je ne vais pas faire de polémique, hein, mais forcément qu'il y a une adaptation avec un reformatage de l'organigramme, avec une manière de travailler. Il y a du temps pour favoriser donc un dialogue social, reprendre les choses telles qu'on les a trouvées à la manière de la nouvelle direction, du nouveau politique. Et puis, il y a aussi la difficulté majeure, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais les deux administrations, que sont Conseil général et Conseil régional, sont encore juxtaposées. Donc, tout ça, enfin, moi, je ne veux pas aller trop loin parce que je respecte énormément les administratifs de la CTM, ce sont des travailleurs et ma sensibilité m'amène à être attentif à leur sort. Mais tout ça fait que le dialogue va s'installer et je ne sais pas effectivement. Alors tu me parles de la plénière, mais je ne sais pas si les écoles et les collèges et les lycées pourront rouvrir parce que ce sont les agents de la CTM qui sont Bon. Oui, bien. Bon. Je ferai une seule observation, c'est qu'il y a probablement dans cette liste de revendications des choses qui peuvent être réglées par le dialogue. Hein. Bon. Il y a des services, je prends un exemple. Hein. On nous dit que dans certains services, on n'a pas remplacé les gens qui partaient à la retraite et que certains services ont du mal à faire face, notamment aux services sociaux, aux demandes. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a aussi, effectivement, ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire, il y a des gens qui jusqu'à présent ne veulent pas accepter la fusion des deux administrations. Et ça c'est un problème politique. Le peuple martiniquais a voté pour la fusion Conseil général, Conseil régional. Et par conséquent, ça veut dire que deux administrations qui avaient une culture différente, des méthodes de travail différentes, doivent progressivement modifier leur processus pour s'adapter.
La semaine dernière, j'ai demandé est-ce que ce ne serait pas bien de revenir avant cette fusion. Mais c'est ça, mais moi non. Moi, je te dis, si c'est ça la revendication, c'est non. Non, c'est pas, c'est pas ça la revendication, hein, bon, c'est moi qui dis ça. Bon, moi, je te dis, la démocratie, je pense qu'il appartient aux élus de faire le maximum pour faciliter la fusion, l'adaptation des deux administrations, leur fusion de la manière la plus harmonieuse possible, de telle sorte que les différences de culture administrative. Bon, moi j'ai vécu dans une administration qui a subi 2 fusions. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on a des manières de travailler, des procédés qui ne sont pas. Et ça demande souvent des efforts. Bien. Bon, par conséquent, bien, ça c'est un problème. Maintenant, il y a des problèmes de carrière. Je lis par exemple, il y a des concours qui ont été passés, et puis il n'y a pas de poste créé pour déboucher pour ces débouchés. Ça c'est un problème que la négociation avec les syndicats peut permettre de résoudre. Tu vois? Bon. Ok. Tu vois, ce sont des problèmes concrets. Que dans tel service, il y a des départs à la retraite parce que la collectivité a des contraintes financières. Mais c'est ça la Cour des comptes. La Cour des comptes. Mais oui, la Cour des comptes est sur le dos des collectivités. Donc on dit aux collectivités, ne remplacez pas les gens qui partent à la retraite. Eh bien, quelque part, il y a des pénuries. Il y a une perte. On a bientôt fini, faisons. Voilà. Pardon. Oui, Béa. Je vais essayer d'être très synthétique, mais enfin, oui, essayez. Il y a déjà mis la couleur. Juste, non, parce que moi, je suis fonctionnaire territorial et j'ai pris soin, pour être une ancienne d'ailleurs du Conseil général, d'interroger un certain nombre de copains, d'anciens collègues et pour certains de camarades de syndicats. Bon, non, il n'y a pas beaucoup d'agents qui refusent la fusion. C'est faux. Ça fait suffisamment longtemps et puis j'ai envie de dire, si vous voulez, on en reparlera. Mais enfin, moi, j'aimerais bien qu'on nous rappelle le coût qu'a coûté, que le coût supporté à l'époque par la région et le département en AMO. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Assistance à maîtrise d'ouvrage, Ernst & Young, Bird & Bird, tout ça, pour organiser une fusion. Et puis comme par hasard 2015, par état haïen, nous pas savent qui m'en est organisé comme nous en 2023, nous poco savent qui m'en est organisé la CTM. Je rappelle par ailleurs qu'il y a eu un petit bug, voire un gros bug, un clash, un gros truc. Tout le monde essaye d'amoindrir, mais c'est une catastrophe ce bug informatique. De toute façon, d'accord ? La cyberattaque qu'il y a eu, c'est une catastrophe pour le fonctionnement des services. Je tiens à le dire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vous le dis, je ne citerai pas leur nom puisqu'ils sont pépères chez eux. J'ai des copains qui, depuis 5 ans, 6 ans, n'ont pas de poste. D'accord ? Non, pas de poste. Parce que ce qui s'est passé en 2015, tu parlais d'organigramme, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Ok, on va refaire l'organigramme. Et on dit quoi aux gens ? Tu es directeur, on te dit si tu veux rester directeur, il faut postuler sur ton poste. Tu postules, mais quelqu'un d'autre, évidemment, postule aussi. Tu n'as pas le poste. Donc tu n'es plus directeur. Tu n'es plus, ce que tu étais avant, tu ne l'es plus. Tu n'as pas le poste, mais tu es pris sur aucun. Tu as postulé à 2 postes. Éventuellement de direction, mais tu n'as été retenu sur aucun des 2. Eh ben, ou pas pièce cotée. Et puis vu qu'ils sont déjà combien de milliers, qu'on est dans une nouvelle organisation que les gens ne connaissent pas, eh ben jusqu'à aujourd'hui ils sont oubliés et donc ils sont payés, ils sont chez eux. Ils ont leur salaire. Ils ont leur salaire et ils sont chez eux. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Mais j'ai demandé la semaine dernière, mais peut-être que la semaine prochaine, Charles pourra nous dire combien il y a, satellites compris, de personnel à la CTM. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'argent, mais on continue à recruter. Bon. Donc, les organisations, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un projet politique d'organisation des services publics.
de cette administration, afin qu'elle soit la plus efficace possible. Je vous rappelle ce que les gens disent là, c'est qu'ils sont en souffrance. Il y en a qui sont en burn-out parce qu'ils n'ont pas d'activité, parce qu'ils n'ont pas de bureau, parce que les conditions d'accueil du public ne sont pas bonnes. Bon, faut se poser, il faut en parler. Là, il faut remettre en place le dialogue social. Soit dit en passant, je considère qu'entre 2015 et 2021, certains ont été plutôt taiseux dans les syndicats. Il y en a qui n'ont pas beaucoup parlé. Et pourtant, il y avait déjà des choses à dire, notamment dans les questions d'organisation. Mais bon, il y a eu un changement de gouvernance. Et là aussi, il faut remettre en place le dialogue social et voir comment ces 5000 et plus agents peuvent être organisés pour être au service du développement de la Martinique, de la protection des enfants, puisque il demande également à ce que les services de protection des enfants, qui sont importants, vous voyez, on a parlé de la loi, de la lutte contre la pédocriminalité, on a des gros soucis en Martinique en matière de protection de l'enfance. On ne sait pas retirer des enfants dont on sait pourtant qu'ils sont violentés par leurs parents, on ne sait pas les retirer de chez eux, on ne sait pas les confier à des tatis, parce que malheureusement les services sont désorganisés et qu'on ne sait pas comment accueillir le public. Alors, ne faisons pas de choses politiques lorsqu'il s'agit maintenant d'administration. Il faut que l'administration fonctionne. Et pour cela, il faut qu'elle soit organisée. Il faut qu'il y ait des organigrammes. Et je suis désolée, au bout de 2 ans et demi, on peut considérer que ça tarde. Non, il y a un organigramme. Il y a un organigramme. Alors, je veux préciser quand même que je le tiens de 2 responsables syndicaux. Pardon, Michel, mais ils m'ont dit que le dialogue social est réinstallé là aujourd'hui. Et si réinstallé, pardon, c'est une le dialogue social est réinstallé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une chaîne de transmission. Alors moi je participe, je suis assez à l'aise pour le dire, parce que je participe avec la présidente de la commission la conseillère exécutive du personnel, Séverine Théamont, je participe aux réunions syndicales. Donc tout est dit, on se retrouve à une vingtaine, il y a bien évidemment un devoir de confidentialité, mais tout est dit. Et parfois le DGS vient, il assiste aux réunions, il y a des directeurs généraux adjoints qui sont là également, et pardonnez-moi l'expression entre guillemets, ça balance. Non, ce sont des échanges qui sont musclés. Donc, pour y assister, parce que je suis donc dans la commission, les choses sont dites. Et l'organigramme existe, alors je vais essayer de me le procurer, il existe, il y a une réalité, dans l'ancien directeur général des services de l'époque, il avait plus de 270 délégations rattachées à sa personne. Bon, je veux dire, c'était un surhomme. Comment faire à un moment donné pour gérer 270 délégations. Alors qu'aujourd'hui, il y a une pyramide. Il y a un directeur général de service, il y a 7 ou 8 directeurs généraux adjoints, il y a par service plusieurs directeurs, et ensuite des chefs de service. Maintenant, que ce ne soit pas aussi fluide qu'on le voudrait, la cyberattaque nous a effectivement mis à terre. Et aujourd'hui, là, les choses sont en train de recommencer à fonctionner. Pendant très longtemps, on pouvait pas sur WebDelib consulter nos dossiers de commission. Il y a un agent de la CTM qui m'a appelé pour me dire, monsieur Charles, vous êtes chez vous, et il m'a amené un dossier comme ça, c'est-à-dire 700 pages à lire, c'était autrement moins confortable que de cliquer et puis de lire sur l'écran. Et ça, aujourd'hui, on commence tout juste à réémerger. Donc, Béatrice, quand elle parle de la cyberattaque, il y a de ça aussi. Et on ne peut pas repartir avec les faiblesses informatiques, les faiblesses numériques qu'on avait. Il faut absolument que ce que l'on remet en place soit, entre guillemets, codifié de manière à ce qu'on résiste à ce genre de risque-là. Maintenant, bon... il y a une grève illimitée. La grève démarre. On va discuter. Et puis je pense que les choses s'apaiseront. Il faut du dialogue social. Il faut des solutions. Voilà. Alors Philippe, sur ça? Non, moi je ne connais pas le dossier. Tu as déjà rangé ton cartable? Attends, non. Mais moi, c'est une explication que je voudrais avoir. Bon, sur le nombre de fonctionnaires, je ne sais pas, j'ai trouvé un chiffre, 4300 fonctionnaires. Je vois apparaître. Hors satellite. Oui, hors satellite. Ouais. Bien. Mais alors, c'est la stratégie, moi, des syndicats que je ne comprends pas très bien. Alors, le lundi 25, il y a effectivement le début de la grève. OK ? J'ai vu 7 syndicats.
Oui, c'est ça. Mais le mardi qui suit, il y a aussi une réunion organisée par la CGTM pour organiser la plateforme de revendication. Alors toi qui es proche de tes camarades de la CTM, tu dois savoir. Je comprends pas la stratégie. Or, c'est la CGTM SADEM qui organise cette réunion de mardi. Et l'autre CGTM se trouve bien sûr dans les 7 syndicats. La FSM est en pointe. Elle est dans les 7 syndicats. Hein? Oui. Et ça, cette CGT SADEM, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne connais pas très bien le droit syndical, la politique syndicale. Et j'ai trouvé ça. Pourquoi deux stratégies? S'ils sont en grève illimitée, ils estiment que dans une semaine, ça ne sera pas fini. Il y a tellement de choses à régler. Non, mais il y a une initiative qui est prise le lendemain, mardi, pour organiser une plateforme. Ils sont jusqu'à l'heure, on est jeudi à l'heure où on parle, ils n'ont pas encore de rendez-vous. D'accord. Alors voilà. Donc, la plateforme syndicale, dont nous parlons, elle est signée de la CGTM FSM, du SATM UGTM. Michel Mitterrand. Bon, de l'USAM AFSAM TGTM, de l'UPCTM UNSA, de la CDMT GTM. Donc c'est une intersyndicale. Et de la FA, c'est les autonomes, FA Martinique. Voilà. Alors il n'y a pas FO et il n'y a pas CGTM. Bien. Eh bien, merci pour toutes ces explications. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous serons plus. Il y a une liste de revendications importante. Ah oui, importante. Hein. Mais disons-le quand même, qui sont issus d'une souffrance vécue depuis un petit moment, et notamment depuis la mise en œuvre de la CTM. Il faut quand même le dire. Donc c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Alors, la République dominicaine ferme sa frontière avec Haïti à cause d'un différend autour de l'eau. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Bon. Saint-Domingue, c'est des racistes. mais peut-être, Charles, l'histoire de Saint-Domingue, est-ce que vous pouvez nous donner... Donc, 1697, la partie... espagnole. Oui, il y avait les Espagnols et les Français, d'accord? 1697, ils se répartissent l'île en deux, ok? D'accord? Et les choses avancent comme ça. Nous arrivons en 1820... Et il apparaît qu'à ce moment-là, Haïti envahit la partie Saint-Domingue. Mais non, ils ont envahi. Ils ont envahi, puisque c'est en 1844 qu'il y a eu l'indépendance. Donc, ce que je voulais dire simplement, rapidement, c'est qu'il y a effectivement une opposition entre ces deux peuples et ces deux populations qui remontent à loin. Alors, bon, on n'a pas le temps, mais j'aurais aimé que Charles nous donne des informations sur... Bébé qui... Non, mais juste sur le sujet, juste sur le sujet. Les Haïtiens qui, on le sait, luttent pour leur survie, en ce moment, sont attaqués par des gangs, ont un taux de criminalité qui dépasse l'entendement, font l'objet de discussions dans les forces dites onusiennes pour savoir comment aller déloger un certain nombre de ces chefs de gang qui, et pour certains, vous avez vu les images, procèdent à des exactions, voire à des crimes qui pourraient être considérés comme des crimes de guerre. Bon, aujourd'hui, souhaite pour certaines, c'est une initiative privée qui a décidé, donc des privés qui ont décidé pour pouvoir assurer l'irrigation d'un certain nombre de champs, de détourner une partie, en tout cas de ponctionner dans un canal de l'eau. Bon, un canal frontalier. Oui. Les Dominicains considérant les Dominicains considérant que tout leur appartient, jusque ce qui est sur les terres haïtiennes, ont décidé, vous savez quoi, maintenant, toutes nos frontières sont fermées. Si vous n'arrêtez pas de pomper dans le canal, donc de l'eau, on ferme toutes nos frontières aériennes, maritimes. Mais qu'est-ce que ça fait quand on... Il y avait déjà un mur, il n'y a pas un mur. Mais là, ils ferment leurs frontières aériennes
maritime et routière. Ce qui veut dire quoi? Que l'aide humanitaire qui était en train d'arriver, elle est stoppée parce qu'elle passait par Saint-Domingue. Donc, aujourd'hui, le voisin historique, ennemi, raciste, je le répète, par ailleurs dominicain, est en train de vouloir mettre les Haïtiens encore plus à terre qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc c'est odieux ce qui se passe. Voilà. Alors il y a des stratégies diplomatiques que je peux entendre et que je peux comprendre, mais la situation d'Haïti mérite que sur des initiatives qui ont vocation à permettre aux gens de cultiver et donc de pouvoir se nourrir un tout petit peu de la terre, qu'il y ait un regard qui soit différent. Ok. Un mot, je rejoins tout à fait ce que Béatrice a dit. La fameuse rivière Massacre, là, c'est la rivière qui est frontalière et les Haïtiens ont décidé de pomper un petit peu d'eau. La rivière d'Ajabo. Voilà. Et 25% de la nourriture passe par Saint-Domingue. Les médicaments, le matériel médical et puis beaucoup de produits de première nécessité passent par Saint-Domingue. Et là, la situation dans laquelle se trouve Haïti, si ça continue, c'est... En plus des gangs, c'est un désastre humanitaire qui se prépare. Alors, en plus, en Haïti, on peut dire que la déforestation a servi à faire du charbon à un moment. Et il fait très chaud en Haïti parce qu'il y a pratiquement, par exemple, quand vous survolez Haïti, vous voyez une terre rouge, pratiquement. Hein. Donc, il faut vraiment de l'eau. Là, bon. Alors, enfin, Louis Abinader, qui est le ministre le premier ministre de Saint-Domingue, va de toute façon revenir sur sa décision pour la simple et bonne raison que énormément de chefs d'entreprise de Saint-Domingue se font de la couenne grâce à Haïti. Hein, donc, il fait son gros coco là, mais ça va bientôt se calmer parce que c'est les propres chefs d'entreprise de Saint-Domingue qui vont lui dire d'arrêter parce qu'ils ont besoin de faire leur commerce. Hein. Très bien. Voilà. Ils perdent eux-mêmes, bien sûr. Ils perdent eux-mêmes. Alors, ce soir, j'ai envie de saluer un ami fidèle qui nous regarde, que je pense que tu connais aussi. Il s'agit de Michel Taya. Donc, je sais qu'il regarde le kiosque. Michel, comment? Taya. Et quand il ne peut pas, un ami qui s'appelle Charles Chamas lui envoie le lien pour qu'il puisse... Donc, grand footballeur, voilà. Oui, tout à fait. Alors, si vous avez quelqu'un que vous voulez saluer comme ça à la fin de l'émission, juste un petit bonjour, n'hésitez pas. Je suis arrivé, j'ai entendu Eugène Mona, c'est la date anniversaire de sa mort. Bien sûr. Le grand Eugène. Ouais. Je voudrais, c'est une mauvaise nouvelle. Je disais à Michel tout à l'heure et à Charles qu'on avait perdu un grand ami, un économiste, c'est José Nozel. Et j'ai appris qu'il était décédé par des amis aujourd'hui, juste avant de revenir à l'émission. Donc, toutes nos condoléances à la famille de José. Ça me fait beaucoup de peine parce qu'à peine 15 jours, je l'ai rencontré et je lui ai demandé comment ça va. Il m'a dit, mais ça va très bien. Et oui, c'est incroyable. Un mot, quelqu'un qui voulait envoyer un petit bonjour ou une pensée? J'envoie mes amitiés à des fidèles qui étaient impatients que nous reprenions. Que nous reprenions, nous tous, l'émission. Donc, ce sont les voisins de mes parents et donc je les embrasse très fort. Voilà. Bien. Merci à tous les quatre. Une fois de plus, j'ai appris, tout comme vous autres, moi aussi. autour de la table. J'apprends. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine si Dieu veut. Merci. Merci à Grégory pour la réalisation. Voilà.